membre suppléante du Conseil supérieur de la magistrature, par ailleurs membre du comité national directeur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est une femme politique véritablement engagée, en tout cas qui ne tait pas ses convictions face à certaines actualités. On l'a vu justement dans le cadre d'un déploiement important dans la Sanaga maritime. On en parlera au cours de cette session consacrée, mesdames, messieurs, à 90 minutes en face. Celle qui a 90 minutes en face est bien sûr née le 9 janvier 1981. Rolande ici Ngo épouse Mbok est donc notre invité dans le cadre de ce programme encore très spécial, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Honorable Rolande, comment vous allez? Merci, monsieur Romaric Mafeu. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et je voudrais déjà vous dire merci pour cet honneur que vous me faites de me recevoir dans cette prestigieuse émission. Je voudrais peut-être rectifier quelque chose dans ma présentation, notamment lors du lancement de mon nom. C'est Rolande Adel Ngo, ici, épouse Mbok, et pas ici, avant Ngo. Pourquoi cette précision? Parce que justement, chez nous, les patronymes ont un sens. Oui. Lorsqu'on met le nom avant le patronyme générique, ça pose problème pour ceux qui écoutent. Alors, Ngo, c'est la fille de. D'accord. Et ici, c'est la fille de son père. Alors, il faudrait bien dire, c'est la fille de. D'accord. C'est pourquoi on précise Ngo ici. D'accord. Ngo avant ici. Merci. Là, je me ravis. Avec quel qualificatif vous souhaitez qu'on puisse mener à bien cet entretien? Dois-je vous appeler honorable ou alors simplement Rolande? Qu'est-ce qui vous va le mieux? Alors, je dois avouer que je suis un peu... je préfère qu'on m'appelle honorable parce que c'est un titre qui me tient à cœur et que j'ai ardemment travaillé pour avoir ce titre. Je préfère qu'on m'appelle par ce titre. Vous faites partie de cet écosystème, de ces personnes qui n'aiment pas se séparer de leur attribut ou de leur titre? Non, je ne pense pas. Mais je crois qu'à chaque fonction, il faudrait bien attribuer la valeur de cette fonction. Ce n'est pas par hasard qu'on a demandé qu'on appelle les députés honorables. Je crois que le sens et l'essence de cette appellation devrait avoir sa place lorsqu'on est en fonction. Alors, honorable, évoluons justement avec ce qualificatif, vous l'avez si bien dit, questionnons l'actualité au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous êtes acteur politique très engagé, je le disais. On a vu votre descente dans une localité de la place. D'ailleurs, les populations qui ont reçu et accueilli les dons que vous avez justement apportés de ce côté. On a vu plusieurs justement des dons apportés au centre médical d'arrondissement et bien d'autres éléments. Dans quoi est-ce que vous inscrivez justement ces actions-là? Alors, c'est une campagne politique déjà? Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez que je vous réponde. Déjà, je voudrais vous dire que lorsqu'on est une femme politique comme moi, on s'inscrit dans la quête de satisfaire les populations pour lesquelles nous travaillons. Parce que la politique, figurez-vous, dans mon entendement, ou bien dans l'entendement de ceux-là qui partagent les mêmes convictions que moi, c'est être au service des autres et chercher à trouver des solutions, apporter les solutions aux problèmes qui se posent pour l'émancipation de nos populations. Alors, si en vous relatant cela, vous estimez que nous sommes dans une sphère politique, je vous dirais que oui, ces actions s'inscrivent dans la dynamique politique, mais beaucoup plus dans la solution, qui se pose. Parce que ma réaction est conséquente, autant pour moi, des différentes sollicitations des populations. Vous semblez nous dire que vous êtes toujours à l'écoute des sollicitations de ces populations? Oui, je fais le maximum d'efforts d'être à l'écoute des sollicitations des populations parce que, justement, ces populations m'ont choisi pour que je sois à l'écoute. Vous êtes très consciente que toute action menée, justement, en cette période aussi sensible, alors que l'élection présidentielle est pour 2025, deviendra un tout petit peu critique. La question est celle de savoir pourquoi vous choisissez cette période, notamment 2024. Vous avez pourtant bénéficié de la confiance de ces populations depuis 2020. Aujourd'hui, 4 ans après, vous semblez nous faire comprendre que vous écoutez les cris des populations. Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Alors, je dois avouer que ça veut dire que vous ne me suivez pas depuis que je suis entrée en politique. Parce que figurez-vous, depuis 2020 que je suis élue, vous le faites bien chaque année. avant, Vous le faites chaque année. Bien avant, depuis 2017 que j'ai décidé de me lancer dans l'arène politique, j'ai toujours été active
dans tout ce qui permet à ce que les populations puissent sortir la tête de l'eau. Je vous disais maintenant, pour ce qui est de mon mandat, je crois qu'on va revenir là-dessus. Tout à fait. Depuis 2020, je suis au chevet des populations et je fais les efforts avec les moyens qui sont à ma disposition de pouvoir apporter les solutions aux sollicitations. Vous le faites dans l'optique de bénéficier encore la confiance de ces populations? Non, je le fais dans l'optique 2026. Non, je le fais dans l'optique de pouvoir réaliser, c'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on va vers les populations pour demander aux populations de nous voter, il y a généralement des professions de foi qu'on fait. On leur présente un projet, on leur présente une démarche. On leur dit, lorsque vous allez nous voter, voici ce que nous ferons. Alors, lorsque nous sommes donc votés, il faudrait bien qu'on tienne la parole de ce qu'on a dit. Donc, je m'inscris dans cette dynamique. Je suis en mener ma fonction. La fonction, la confiance que les populations m'ont donnée, c'est la conséquence de ce que je leur ai proposé, que je ferai. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je leur ai dit, je serai à votre écoute, j'essaierai autant que je pourrai de pouvoir apporter les solutions aux problèmes que vous allez nous poser. Je leur ai dit, je voterai des lois qui permettront à ce que le pays puisse fonctionner comme il faut. Je leur ai dit, je me battrai pour qu'il y ait des conditions de vie meilleures. Alors c'est ce que je fais au quotidien. Je ne le fais pas parce que il faudrait peut-être que je vous confesse là. Allez-y. Je ne m'inscris pas dans la dynamique de pouvoir aller remplir pour un nouveau mandat. Je m'inscris dans la dynamique que ceux qui pourront me suivre, c'est-à-dire que je trace un chemin parce que nous, quand même, les premiers élus du PCRN, nous sommes comme les prémices du PCRN. Et si à l'entame de notre mandat, il y a un discours qui avait été fait par le président national Cabral Libi, où il disait cette mandature, la libération des énergies, et c'est un mandat d'épuisement. Alors ce mandat d'épuisement, lorsqu'il le disait, c'est que nous traçons le chemin pour ceux qui viendront après nous. Donc je m'inscris donc dans cette dynamique, c'est-à-dire j'essaye de laguer les pistes, j'essaye de tracer le chemin pour que ceux qui suivront puissent suivre ce chemin-là et qu'ils fassent au-delà de ce que nous on a fait. Revenons justement, peut-être avant de questionner l'actualité au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Honorable, il y a que, entre autres, des dons justement que vous avez consacrés à ces populations. Vous semblez ne pas aussi vous intéresser, ou peut-être vous intéresser à la qualité de l'infrastructure routière qui mène quand même dans votre localité. Pourquoi un accent particulier n'est pas mis là-dessus, mais plutôt que sur des éléments, on a vu des seringues, le ci et ça, être donnés gratuitement à ce centre hospitalier. Pourquoi la route qui conduit chez vous semble ne pas vous intéresser, ou alors elle vous intéresse? Alors, je crois que je suis la toute première élue qui, de ses propres fonds, l'axe qui va de lui. Et les travaux ont débuté le 17 décembre 2022. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque j'arrive à l'Assemblée nationale, exactement après la session de plein droit, tout à fait. Lorsque nous avons terminé la session de mars, qui, je crois, elle s'est terminée à mi-avril, je suis allée vers les services déconcentrés du ministère des Travaux publics et je leur ai posé le problème de la route. Nous avons travaillé dans ce sens, nous avons maturé un projet. Je vous rappelle que c'était à mes fonds propres. Nous avons maturé le projet. J'ai saisi le ministre des Travaux publics. Rien à voir avec les fonds consacrés au mini-projet parlementaire. Rien à voir avec les fonds consacrés rien à voir avec les fonds consacrés, jadis, au micro-projet. Au micro-projet, ouais. Alors, je suis allée rencontrer le ministre des Travaux publics. Je suis allée rencontrer le ministre de l'économie, de l'aménagement du territoire mondial, justement pour... Prix en moyenne combien? Je ne voudrais pas donner les chiffres ici, mais ça m'a... Nous sommes à l'antenne, c'est important que les populations sachent au moins ce que voilà. Non, les populations, elles savent. Non, elles savent. Ici, les populations, elles savent ce que j'ai fait. Et elles savent ce qui s'est passé. Alors, je me suis battue jusqu'à ce que ce projet a été programmé pour la réalisation. C'est posé dans un problème important.
C'est-à-dire que puisque j'avais demandé le bitumage de cette route, et le ministre m'a dit, voilà, honorable, nous n'avons pas les moyens conséquents pour pouvoir bitumer la route, parce que ce sont des fonds assez costauds. Et au regard des projets que nous avons engagés, il faudrait que nous segmentons. C'est-à-dire que nous allons d'abord commencer par entretenir cet axe routier. Et j'allais omettre quelque chose, c'est 2 axes que j'ai fait inscrire au niveau des programmes. Il y a l'axe Sombo-Diban, un Gompem qui était de 20 km. Oui. Et il y avait l'axe Makai-Bodmaka. L'axe Makai-Bodmaka, vous pouvez aller vérifier, a été fait. C'est un fait, Voilà. c'est indiscutable. L'axe Sombo-Diban, ils m'ont dit non, il y a que Ce sont les 20 km là qui nous intéressent, oui, parce qu'on veut comprendre finalement pourquoi il n'est pas implémenté. Oui. Le budget est costaud. Je suis allée, il m'a renvoyé au niveau des services déconcentrés. Nous avons retravaillé avec monsieur le délégué départemental, avec le délégué régional. Nous avons donc segmenté le projet pour une prise en charge progressive. Et les premiers 400 millions qui étaient destinés à réhabiliter ce tronçon et à pouvoir permettre à ce que même si nous sommes en saison pluvieuse, que que la route puisse circuler et que les populations puissent se mouvoir comme elles devaient le faire. Alors, il se peut donc que lors de la prise en compte du budget de 2022, il y a eu une omission. On m'a dit et puis le tronçon était trop dégradé. Je décide donc, avec le concours d'un certain nombre de camarades, de réhabiliter cette route à mes propres fonds, en attendant que l'erreur qui s'était présentée puisse être corrigée pour l'année qui suit. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu en 2023, au mois de juillet, j'ai une séance de travail avec le secrétaire général du ministère des Travaux publics qui m'a dit, honorable, nous ferons tous les efforts pour que cette route soit réhabilitée. Ça veut dire que... Mais sauf que je suis en train d'évoluer. Allez-y. Sauf que lorsque le projet de l'autoroute, la deuxième phase de l'autoroute arrive, alors ils me disent, honorable, puisque nous n'avons pas pris en compte un certain nombre de spécificités dans les localités, nous préférons qu'au lieu d'aller prendre un budget, parce que c'est difficile pour nous de mobiliser, nous ferons donc la deuxième phase de l'autoroute qui va débuter, qu'elle prenne en compte le raccordement de l'axe lourd à l'autoroute. Et là, donc, la route sera bitumée. C'est à ce niveau. Vous semblez nous raconter, vous êtes en train de nous raconter, je ne veux pas parler d'histoire honorable. Non, je raconte les faits. Non, les faits, effectivement, mais on semble ressentir des justificatifs, justement, venant de vous. Ce que les populations n'ont pas besoin actuellement, ils veulent savoir. Honorable, est-ce qu'en 2024 ou 2025, on aura la route? C'est la question que je voulais vous relancer. Mais monsieur, je ne suis pas l'État. Ce n'est pas mon rôle de construire les routes. Mon rôle, c'est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Tout à fait. Ce que je vous racontais comme fait, c'est le contrôle de l'action du gouvernement en leur rappelant il y a une programmation qui a été faite. Il y a un fonds, il y a des fonds qui devraient être alloués pour la réhabilitation ou bien pour la construction de la route. Cela n'a pas été fait. Le rôle des infrastructures, ça ne revient. C'est ce fait. Ah, bien sûr que je le dénonce tout le temps, tous les jours. Mais suivez mes interventions à l'Assemblée nationale. J'ai introduit même des questions orales allant dans ce sens pour interpeller monsieur le ministre des Travaux publics, pour lui rappeler ses obligations. Parce que là, ce sont des obligations. Parce que, figurez-vous justement, dans cette question écrite, je lui ai dit, les populations d'Union Ekele, et notamment celles de Diban, payent aussi les impôts, comme tous les autres citoyens. Il est donc hors de question qu'aujourd'hui, on ait l'impression qu'eux, ils sont abandonnés. Il n'y a pas que cette route. Il y a la route qui dessert Ezeka, qui, commençant par Boumiebe pour Ezeka, c'est un supplice. Je lui ai rappelé cela. Il y a le pont sur Malombo qui nous a fait perdre beaucoup de personnes. Je lui ai rappelé cela. Donc l'Oignon Ekele, ce n'est pas une localité à part entière. L'Oignon Ekele a besoin aussi de ressentir que ce sont des Camerounais. Vous appartenez au parti camerounais pour la
Et puis parlons cette fois-ci de vos prises d'opposition à l'Assemblée nationale, le PCRN et d'autres partis de l'opposition qui semblent mettre beaucoup de mouvements de ce côté. Mais sauf qu'on a l'impression que ceux que vous dites ou ceux que vous proposez justement à ces membres du gouvernement, ils semblent balayer cela d'un revers de la main. Ils sont nombreux qui estiment que l'Assemblée nationale ne sert à rien dans ce pays. Vous y croyez? Vous partagez leur avis? Oh, ça dépend de l'œil qui voit et de la position où on est. Ils ont mal vu. Je vais vous répondre. Allez-y. Alors, vous dites qu'on fait beaucoup de bruit, de mouvements. Oui. Je ne sais pas ce que vous mettez dans beaucoup de mouvements. On a vu Je crois que interdit à un Premier ministre de s'exprimer. Non, nous avons exprimé une injustice. Oui. Et je crois que dans tous les parlements du monde, ça se fait. C'est clair. Donc, ce n'est pas un fait niveau. Tout à fait. Peut-être le fait que le PCRN ait apporté une autre façon de voir les choses peut paraître nouveau. Les parlements du monde, ça se fait. Tout à fait. Alors, j'étais en train de dire que non, nous ne faisons pas des bruits. Nous ne faisons pas trop de mouvements. Nous exprimons ce que les populations ressentent comme mal. Alors, quand j'ai dit cela, je voudrais rappeler que lorsque l'opinion, celle-là qui pense que l'Assemblée nationale ne sert à rien, et que ces mêmes personnes peuvent quand même se lever le matin, sortir de leur maison, aller, pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un gagne-pain, et de rentrer chez eux le soir pour s'occuper peut-être de leur famille. Je voudrais que le commun de mortels intègre que pour que cela puisse se faire, il y a un fonctionnement qui régit tout cela. L'État n'a la valeur d'existence que lorsqu'il y a des institutions qui fonctionnent. Mais maintenant, avec ceux-là qui disent que ces institutions ne servent à rien, parce que justement, nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes dans la bordélisation, excusez-moi le terme de l'État. Parce que dans notre pays, dans le cadre du fonctionnement des institutions, aucune de nos institutions ne fonctionne normalement. Et c'est pourquoi je dis je donne raison à ces gens. Mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas normalement que nous ne devons pas décrier et travailler dans l'optique d'améliorer lorsque nous estimons que lorsque nous arriverons là où les autres sont et où ils ont présenté les limites, nous pourrons faire mieux. C'est pourquoi nous sommes à l'Assemblée nationale justement pour interpeller ceux-là qui ont le destin des Camerounais à main. Parce que je voudrais vous rappeler que le président de la République du Cameroun, qui a été élu à 71% du suffrage, c'est-à-dire que 71%, les Camerounais lui ont fait confiance et ils lui ont dit que nous voulons que tu nous... parce que pour que les Camerounais vous fassent confiance, vous présentez un projet. Et c'est à base de ce projet qu'il a été élu. Et ceux-là qui l'ont élu ont des attentes. Et ces attentes, ce ne sont pas des faveurs qu'on fait. C'est une obligation. Ces obligations sont respectées aujourd'hui. Roland Goïchi, lorsque vous regardez l'écosystème socio-politique de notre pays, est-ce que vous avez l'impression effectivement que ceux qui sont à la tête des affaires pour l'heure ont respecté l'ensemble des engagements pris en 2018? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Oui. Qu'aucun engagement n'a été respecté. Et vous pensez... C'est pourquoi vous avez... C'est-à-dire que quand le mal il est assez profond et le mal se gangrène, on a l'impression que tout le monde qui essaye d'évoluer dans un... Puisque nous sommes obligés système, pas commun, mais nous sommes obligés d'être dans le même écosystème parce que nous recherchons une certaine avancée pour notre pays. Alors, on peut avoir l'impression que nous ne sommes pas audibles. Et c'est ce que vous avez dit dans votre question. Tout à fait. Mais parce moi, que vous semblez être une minorité à l'Assemblée nationale. Bien sûr, Roland, ce n'est pas moi qui le dis. La majorité aujourd'hui, honnête... le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avale toute la majorité. Est-ce que vous pensez justement que presque une demi-dizaine que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous pouvez réellement faire bouger les lignes?
Parce que finalement, on a l'impression d'assister là à une sorte de gesticulation politique tous les jours. Vous venez dire des choses à l'Assemblée nationale, mais sur le terrain, rien n'est fait. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Non, nous ne sommes pas, tout au contraire. Nous avons plus d'énergie qu'avant. Pourquoi? Parce que justement, l'impression de ne pas être audible, qui est répercutée au niveau des populations, c'est parce que si effectivement nous n'étions pas audibles, je vous ai pris une image de celui qui se lève le matin, qui va chercher son gagne-pain et qui rentre le soir. Lui, dans son esprit, tu vas lui dire, l'Assemblée nationale, ça sert à quoi? Il va te dire rien. Mais sauf que ce qui permet le fonctionnement d'un État se passe à l'Assemblée nationale parce que l'État fonctionne à partir des lois Tout à fait. qui sont votées. Les lois qui sont votées sont mises en application pour réguler le fonctionnement de l'État. Donc s'il y a une loi qui est votée aujourd'hui qui dit vous n'avez plus le droit de sortir pour aller chercher votre gagne-pain, vous ne pourrez plus. Donc c'est pourquoi je voulais donc répondre à votre question en vous disant non, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale ne sert à rien dans un pays. D'accord. Mais, il y a un mais. Le fonctionnement et le respect de ces institutions telles que la loi ou les normes n'est pas respecté. J'étais donc en train de dire qu'il faudrait donc que les Camerounais prennent acte de toute cette art, de toute cette faiblesse et de toutes ces lacunes pour que pour les prochaines élections qui arrivent, et Dieu merci pour l'année prochaine, qu'ils fassent le choix de la raison. Parce que pour moi aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais fassent le choix de la raison. Parce que c'est le choix de la raison qui nous permettra justement d'avoir dans des institutions fortes. Le choix de la raison et non la raison du choix. Le choix de la raison. Vous êtes secrétaire général du réseau des femmes parlementaires, Roland Dichy. Aujourd'hui, on a la présidente, on sait à quel bord politique elle appartient. Finalement, quel est le rôle de ce réseau? Alors, je suis secrétaire général adjoint du réseau parlementaire des femmes. Et lorsque j'ai été élue, vous m'avez dit qu'on a une présidente. Nous avons fait des séances de travail, mais sauf que visiblement, j'ai compris plus tard que ces propositions n'ont pas pu prospérer parce que peut-être elles n'arrangeaient pas certaines personnes. Mais cela ne m'a pas permis de ne pas travailler en tant que celle-là qui se voyait comme l'ambassadrice des femmes, qui défendait la cause de la femme. C'est pourquoi donc moi j'ai essayé d'aller au-delà. En faisant quoi? Du réseau parlementaire de femmes. Parce que, en fait, la raison d'être du réseau parlementaire de femmes, c'est quoi? La raison d'être du réseau parlementaire de femmes, c'est de pouvoir accompagner les femmes, encadrer les femmes, soutenir les femmes et donner aux femmes la possibilité de pouvoir s'exprimer dans tous les secteurs et beaucoup plus dans le secteur politique. C'était un réseau parce que j'ai essayé quelques archives que j'ai trouvées. J'ai essayé un peu de consulter ces archives et j'ai agréablement été surprise de comprendre que c'est l'honorable Feufonine qui a mis en place ce réseau. Tout à fait. Et dans son esprit, bon, bref, dans ce que j'ai pu dans son esprit, c'était d'avoir plus de femmes qui s'intéressaient aux questions politiques. Parce que jusqu'à un moment, vous savez, jusqu'à maintenant, les questions politiques sont un peu taboues, notamment pour la gente féminine. Comment elles vont faire même pour s'intéresser à ces questions politiques quand elles réussissent à résister avec en moyenne 850 francs CFA par jour? Est-ce qu'on ne pensait pas que l'orientation de ces objectifs semble être un peu paradoxale? Ça, ce sont des préjugés. Ce ne sont pas des préjugés. Aujourd'hui, parce que nous autres, lorsque nous nous engageons en politique, nous ne sommes pas milliardaires ou millionnaires. Oui. C'est que nous avons des idées et nous voulons les défendre. Peut-être vous n'aviez plus faim à cette époque. Peut-être j'avais encore faim. Parce que vous ne savez pas quand je commence à m'intéresser à la politique ou quand je décide de faire la politique. Peut-être j'avais encore faim. Peut-être même que j'ai encore faim. Parce que quand vous parlez de la famille, ça dépend de ce qu'on met dans la famille. Moi j'ai encore faim parce que lorsque vous sortez du Cameroun et que vous essayez d'aller dans des pays qui ne sont même pas au même niveau,
et d'atouts que nous avons, vous comprenez que nous avons encore faim au Cameroun. Roland, est-ce que la stagnation de ce réseau tel que visible aujourd'hui ne vous donne pas, on vous connaît honnête sur le plan intellectuel, quand même de remettre en question un certain nombre de choses et de dire vraiment je plie bagage et je me concentre à autre chose? Je crois que j'étais en train de répondre à votre question en vous disant que moi, je n'ai pas plié bagage pour plier bagage. Mais j'ai plié bagage en m'orientant ailleurs. Je suis fière aujourd'hui de voir que j'ai pu inciter des femmes qui s'intéressent à la politique. Je suis fière aujourd'hui, à la fin de mon mandat, de voir des femmes que j'ai encadrées économiquement et qui peuvent elles-mêmes déjà se prendre en charge. C'est dans le cadre du réseau parlementaire des femmes. Nous avons travaillé avec d'autres entités, notamment la société civile et certaines organisations, associations de femmes. Je suis fière aujourd'hui de voir que les femmes s'intéressent à la politique, qui me disent « Honorable, je voudrais être comme vous ». Pour moi, c'est une fierté personnelle et cela a été fait par de travailler dans le cadre du réseau parlementaire des femmes et j'ai compris la vision et l'objectif que visait celle-là qui a mis cela en place. Qu'est-ce qu'on retient officiellement? Vous y êtes encore et officieusement, vous n'êtes plus? J'y suis encore jusqu'à la fin de mon mandat. Alors, on va justement surfer autour de l'actualité. Hein. La session du mois de novembre s'est achevée il y a quelques temps seulement. Il y a eu plusieurs sujets sur la table des élus que vous êtes. D'ailleurs, commençons avec justement l'actualité autour de l'impôt du revenu sur les personnes physiques. Vous, au sein du PCRN, comment est-ce que vous avez apprécié, comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce justement venant du ministère des Finances et même de la Direction générale des impôts? Il faut déjà relever que cette annonce, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau pour le budget de 2024. Peut-être ce qui est nouveau dans ce cas, c'est en amont oui. Qui est venu plutôt renforcer un certain nombre d'éléments, notamment sur cette disposition de la loi des finances. Alors, comment est-ce que nous avons accueilli cela? Je dois dire que, pour être honnête et sincère, lorsqu'on est dans un État, on doit payer ses impôts. Tout à fait. Tout le monde devrait payer son impôt. Même lorsqu'on ne fait rien. Comment est-ce qu'on peut payer lorsqu'on ne fait rien? C'est ce qu'ils disent. On doit déclarer néant, et pour déclarer néant, il faut verser 5 000 francs CFA. Ah bon? C'est pas ce que la loi dit dans tous les cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Rappelez la loi. La loi dit qu'il faut déclarer. Et lorsqu'on n'a pas d'activité, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas des revenus, oui. On déclare néant et c'est gratuit. C'est gratuit? Oui. Lorsqu'on déclare néant, c'est gratuit? Oui, mais puisque vous allez dans un... On vous donne l'attestation d'identifiant unique, c'est gratuit. Et à partir de là, vous déclarez. C'est néant. Vous déclarez néant et c'est gratuit. Bon, maintenant, j'étais en train de dire que lorsqu'on est dans un état normal, on doit payer ses impôts pour ceux qui ont une activité. Mais le problème qui se pose, c'est ce qu'on fait de l'impôt que les Camerounais payent. Je peux mettre ma main dans le feu en disant que si, lorsque j'entrais ici chez vous, si la route est bitumée, si, lorsque vous êtes chez vous, vous ouvrez votre robinet, l'eau coule, si vous n'avez pas de problème de délestage, si vous pouvez avoir accès aux soins de santé élémentaires, je crois que beaucoup de gens ne regarderaient même pas combien ils payent. Le problème qui se pose, et c'est là où le PCRN a décrié, en disant au gouvernement, non, vous asphyxiez, vous leur prenez les petits moyens qu'ils ont. Et maintenant, en retour, les Camerounais ne voient pas à quoi servent l'impôt, l'argent de l'impôt. Ils ne ressentent pas un impact positif. On ne ressent pas. Et c'est là le problème. Il faudrait que le gouvernement fasse ressentir aux Camerounais l'impact de l'impôt qu'ils payent. C'est un message que vous adressez aux prévaricateurs, justement, de la fortune publique. Ah oui, je crois que vous avez suivi le président Cabral Libé qui a indiqué le mot qu'il fallait les voleurs. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez la loi sur la fiscalité locale, lorsque vous regardez la loi de finances, vous vous rendez compte que les plus pauvres payeront plus et les plus riches payeront moins. Je ne suis pas économiste,
je suis profane, mais je crois que dans d'autres États normaux, les plus riches payent beaucoup plus et les plus pauvres doivent payer moins pour qu'il y ait cet équilibre. Et c'est ça qu'on appelle comment on appelle l'injustice, non? La justice sociale. Il faudrait qu'il y ait une justice sociale. C'est-à-dire que ce soit équilibré. Parce que les Camerounais, la redistribution des richesses de notre pays doit être équitable. Même si elle n'est pas équitable au juste titre, mais il faudrait que chacun maillon de la société. Vous avez parlé maintenant des personnes qui ne font rien, qui n'ont aucun revenu, mais qui devraient, entre guillemets, payer 5 000 francs. C'est quand même incongru. Entre guillemets, même ils devraient déclarer, c'est quand même incongru. Il faudrait que l'article 66 de notre Constitution soit d'abord appliqué. Que le chef de l'État commence par déclarer, c'est bien. Pour que ma grand-mère au village, qui est à ses derniers jours, puisse aussi comprendre qu'il faudrait qu'elle déclare, c'est peut-être ces 2 dents qui lui restent dans la bouche. Vous parlez là de la déclaration des biens à avoir des membres du gouvernement, sauf que jusqu'à date, il ne semble pas avoir de décret d'application justement de cette mesure qui avait été prise. Est-ce que finalement, sur cet élément-là pour donner aux membres de ce gouvernement de ne pas déclarer leurs biens à avoir? Il y a manque de décret d'application. Lorsqu'une loi est votée, elle s'applique d'abord. Parce qu'on dit, la loi, c'est les générales et impersonnelle. Ça dit qu'elle devait s'appliquer. Dans la même constitution, je crois que nous avons nos armoiries, l'hymne national, la devise du Cameroun. Tout à fait. On exécute l'hymne national. Je ne sais pas s'il y a eu un décret d'application pour exécuter l'hymne national. Non, il faudrait d'abord que l'article 66, tel qu'il est disposé, en attendant maintenant le décret d'application qui viendra spécifier un certain nombre de choses. C'est un autre grand paradoxe. Donc, justement, c'est pour vous dire que tout ça, c'est une volonté politique. Oui. S'il y a une volonté politique, cela sera fait. Et puis, s'il y avait vraiment un vœu ou un besoin de clarté, cela sera fait. Roland, il y a que dans le cadre justement l'adoption du budget annuel de l'État comptant pour l'année 2025, il y a encore un élément paradoxal et qui a inquiété du PCRN pour dénoncer ce fait. On a adopté un budget de l'État, on dit 70% sera consacré pour le fonctionnement du gouvernement et 30 autres % pour l'investissement. C'est quand même assez paradoxal pour un pays qui se veut d'être émergent. Le cap a été fixé par eux, peut-être vous êtes d'accord avec cela pour 2035, mais qu'est-ce que vous dites concrètement au sein du PCRN? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? On consacre 70% pour doter des véhicules, du carburant et autre chose aux membres du gouvernement, 30% pour l'investissement. Et vous, au sein du PCRN, vous semblez être silencieux. Vous dites 30% pour l'investissement. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Tout à fait. Ah bon? Nous suivons l'actualité. Ah bon, moi, sauf que moi, je n'ai pas cette actualité-là. Parce que je crois que c'est moins de 30%. D'accord. Alors, j'étais en train de sourire lorsque vous étiez en train de poser votre question. On ne nous a pas entendu. On a entendu qui? Cette actualité du budget, ça vient moi de reprendre ce que nous avons dit. On ne va pas inverser des rôles. Non, mais non, justement, on n'inverse pas les rôles. Mais sauf que quand vous me posez des questions qui m'embarrassent un peu, je trouve ça un peu... Je ne sais pas si vous voulez m'envoyer des pics. Non, ce ne sont pas des questions embarrassantes. Écoutez, nous sommes en train de décrypter ensemble l'actualité. Et vous êtes l'acteur principal. Vous avez été au cœur de ces échanges. Et les Camerounais veulent effectivement savoir... Si vous savez que nous avons été au cœur de ces échanges, demandez-moi de vous rappeler ce que nous avons dit. Nous savons ce qui a été dit. Ne nous dites pas que nous sommes restés silencieux. Parce que celui qui nous écoute, il percevra autre chose. D'accord, vous n'êtes pas resté silencieux, qu'est-ce que vous avez dit? Je voudrais préciser une chose. Allez-y. Lorsque, en 2020, le gouvernement nous présente l'orientation, la vision pour le développement du Cameroun, l'émergence, voilà, c'est le mot qu'ils ont utilisé, d'ici à 2035. Ils nous présentent la stratégie de développement national d'ici à 2030. Et dans cette stratégie, ils nous disent Cameroun va structurer son économie. Parce que lorsque, justement, la structuration de l'économie est faite, ça permet en sorte de créer des richesses, ça permet de créer des emplois, ça permet de pouvoir étoffer le tissu économique. Alors nous avons applaudi des deux mains.
Mais sauf que dans l'évolution, et c'est ça l'interpellation du président Cabral Libi, posait la question au ministre des Finances et au ministre de l'économie. Finalement, nous sommes où? Nous nous situons où? Nous sommes dans quoi? Parce que lorsque vous parlez de structuration, ça veut dire que l'investissement, le budget devrait prendre, l'investissement dans le budget devait être beaucoup plus conséquent. Alors, je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'ils disent, nous structurons l'économie, et ils vous présentent les pans de l'économie à structurer, vous vous rendez compte que ils prennent de l'électricité, ils prennent l'électricité, ils prennent l'eau, ils prennent les infrastructures, si l'agriculture de grande génération, vous vous rendez compte que nous nous emballons. Parce que lorsqu'on parle de structuration, c'est-à-dire la structuration voudrait dire choisir un pan, mettre beaucoup de moyens pour développer ce pan. Une fois que ce pan a été déjà développé, on attaque donc un autre pan. On ne peut pas embrasser tous les pans au même moment. Ça vous asphyxie, ça vous rend... On ne sait plus là où on va. Parce que je vais aller terre à terre. Si vous dites que vous voulez faire une agriculture de seconde génération, le B.A.B.A. pour pouvoir avoir pour transformer, et là c'est là ils ont apporté la grande vision de l'impôt substitution, c'est-à-dire que produire ce que nous consommons et réduire les importations. C'est une très bonne chose. Mais sauf que lorsque vous voulez donc produire localement à grande échelle, il faut l'énergie. Tout à fait. Est-ce que nous avons déjà relevé le défi de l'énergie? Deuxième chose, il faut les infrastructures. Il faut désengorger les bassins de production. Mais allez regarder nos contrées. Est-ce que nous avons des routes? Deuxième question. Il faut de l'eau. Est-ce que le Cameroun a déjà relevé le défi de l'eau? Ce n'est pas le potentiel qui manque. Alors nous leur avons proposé ceci. Si vous avez choisi, prenons d'abord le secteur de l'énergie. Développons le secteur de l'énergie avec l'énergie solaire, l'énergie électrique. Cette énergie, vous la développez lorsqu'elle a atteint un certain nombre, elle a atteint le seuil qu'on veut. On aura même des investisseurs étrangers qui viendront maintenant injecter de l'argent pour pouvoir développer le Cameroun. Et là, ça va créer des emplois. Et là, ça va étoffer le tissu économique. Ça permettra qu'ils payeront les impôts. C'est ces impôts qui pourront permettre à ce qu'on paye les salaires des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi nous leur avons dit que maintenant, vous nous perdez. Nous sommes là où nous trouvons. Maintenant, nous revenons donc maintenant au niveau du budget. On se rend compte que l'investissement ne représente rien, parce que l'investissement, je crois, il est à 26%. Tout à fait. Et le fonctionnement prend le gros du budget. Et dans ce fonctionnement, il y a même des caisses spéciales, des caisses spéciales, des fonds spéciaux, pardon, qu'il faut renflouer. Quand je vous prends par exemple le fonds spécial pour la protection civile, ce fonds, moi j'ai bien questionné, je voulais comprendre à quoi est-ce qu'il servira. Lorsqu'on vous dit que le ministère de l'administration territoriale, qui a montré toutes les lacunes sur la gestion des catastrophes au Cameroun, pourra encore être à lui seul le gestionnaire, l'ordonnateur, le gestionnaire des crises et des catastrophes que nous pourrons avoir au pays. Donc, ça, dans un pays où on parle par contre de la décentralisation, mais on a l'impression que tout était centralisé. La deuxième chose, lorsque vous allez regarder où les fonds, le budget alloué, quand je parle des chapitres, c'est les ministères. On a des ministères porteurs, notamment sur l'impôt substitution. On a le ministère de l'Agriculture, on a le ministère des Pêches, on a le ministère du Commerce, on a le ministère de l'Industrie. Mais allez voir leur budget. Ce sont des budgets de catéchistes. Mais lorsque vous leur dites que vous ne pouvez pas, ceux-là qui sont même censés être les porteurs de votre propre vision, vous leur donnez des budgets aussi minables et vous voulez qu'ils fassent quoi? Non, je ne suis pas en train d'être leur avocat, mais je dis c'est une grosse blague. Ça veut dire qu'en réalité, pour conclure sur ce sujet, le Cameroun est arrivé à une phase où nous sommes arrêtés, nous sommes en statu quo. On ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer. Tout ce qu'il faut, moi ce que j'ai compris globalement par rapport à ce budget de 2025, c'est qu'il faut essayer de mettre de l'argent, beaucoup de l'argent dans les caisses pour pouvoir désintéresser les bailleurs de fonds sur la dette extérieure.
va injecter de manière au niveau de la dette intérieure, parce que même là, elle a la tête chercheuse. Et maintenant, essayer d'injecter pour pouvoir avoir de l'argent pour les élections présidentielles et faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. On vous a écouté, Roland, honorable, sur le plan justement de la pharmacie. Je veux parler de cette médecine traditionnelle. Vous, particulièrement, vous vous êtes battu depuis plusieurs années justement pour introduire ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Finalement, il a été salué, je vais le dire ainsi, par le ministre actuel de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Mais la question est celle de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré finalement. Vous semblez être une figure emblématique, particulièrement intéressée à cette question justement je veux parler de ce projet de loi que vous avez justement fait passer à l'Assemblée. Qu'est-ce qui vous a inspiré concrètement? Alors, le projet de loi, ce n'est pas moi qui ai fait passer le projet de loi. Le projet de loi, c'est le gouvernement. Mais sauf que, justement, nous avons travaillé en amont pour qu'on ait un projet de loi traditionnel. Super. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons à l'Assemblée nationale, en 2019, avec le Covid-19, nous avons eu beaucoup de mal à travailler. Et figurez-vous, les solutions par rapport à la lutte contre cette pandémie ont été beaucoup plus des solutions traditionnelles. Si vous convenez avec moi, pour ceux qui ont des familles à l'étranger et tout, il y avait des compatriotes qui faisaient expédier des médicaments. Le Ngulbitara, le Comode. Alors, ils s'en sortaient. Nous-mêmes, au niveau local, beaucoup de Camerounais, même, vous savez qu'il y a eu un tollé autour de la vaccination contre le Covid. Beaucoup les Camerounais ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce vaccin-là. Et ils préféraient prendre soit aloe vera, soit du moins des décoctions traditionnelles. À partir de là, moi j'ai interpellé le ministre de la Santé publique. Je lui ai posé la question, mais voici une aubaine, à madame le ministre de la Recherche. Voici une occasion qui se présente à nous. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas profiter, puisque, entre guillemets, nous sommes sous des lobbying, de contrôle et ceci, cela. Profitons donc de l'aubaine. À quelque chose, on dit souvent quelque chose malheur peut être bon pour nous, pour que nous puissions avoir une pharmacopée qui est reconnue et qui pourra répondre à certaines, ou bien à certaines maladies. Nous avons travaillé avec, là je dois l'avoir avec certains collègues du parti au pouvoir qui avaient eu certaines expertises. Nous avons travaillé avec les acteurs même, c'est-à-dire ceux-là qui pratiquent, les praticiens de la médecine traditionnelle. Et nous avons donc mis en place cet avant-projet de loi. Je dois avouer que le retour, lorsqu'il est revenu sous forme de projet, il y a certains éléments quand même qui ont sauté. Peut-être parce que, là, moi, je le leur conseille pas cette facilité de pouvoir ouvrir ou bien d'avoir au stand, de permettre à ce que cela, parce que nous avions pensé que la loi, là, honnêtement, c'est l'une des lois qui m'ont beaucoup satisfait à l'Assemblée nationale. On l'a ressenti d'ailleurs. Nous avons pensé qu'il fallait plutôt regrouper les acteurs par communauté. Parce que vous savez, chaque communauté a une spécificité. Tout à fait. En termes de tradit. Parce que ce qui est, moi je suis de la forêt. Moi je m'identifie comme une femme de la forêt. C'est pas ce qui est bon entre guillemets pour moi n'est pas forcément ce qui est bon pour l'autre. Celui qui est au septentrion. Il y a chacun a sa perception, chacun a sa façon de faire. Cette divergence culturelle, traditionnelle. Cette divergence culturelle, ces divergences communautaires font plus. Il fallait donc qu'ils essayent dans la loi de permettre à ce que les acteurs se regroupent en communauté pour pouvoir donc nous apporter en termes de recherche, en termes de mise sur pied des pharmacies qui pourront répondre, parce que je peux avoir... Des pharmacies traditionnelles. Bien sûr, des pharmacies, parce que nous, désormais, il y aura des hôpitaux traditionnels, il y aura des pharmacies traditionnelles, il y aura vraiment un peu... Et puis, ils vont travailler, parce que parfois, pour ceux qui vont dans les hôpitaux, il y a parfois, le médecin te dit, bon, ici, je ne vois rien, si vous pouvez aller
si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à avoir un traduit par session, parce que lui peut avoir des solutions. On a des cas comme ça. Moi, pendant que nous travaillons par rapport à cet avant-projet de loi, moi, j'ai été beaucoup édifiée, où quelqu'un vous dit, j'ai passé peut-être 3 ans, 4 ans à l'hôpital conventionnel, je n'ai pas trouvé de solution, mais lorsque on m'a référé à un traduit praticien, j'ai eu la solution. Alors, honorable, est-ce que, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est l'un des éléments qui vous a le plus satisfait pour cette session en 2024. Est-ce que cet élément suffit pour dire qu'en 4 ans, vous avez eu un bilan élogieux, prestigieux au sein de l'Assemblée nationale, honorable Goïs? Pour ce qui est du bilan, le bilan, il est élogieux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui n'était pas bonne, nous n'avons pas eu cesse de marteler que la loi n'est pas bonne, mais nous avons apporté des amendements justement pour pouvoir améliorer. Je prends par exemple la loi sur la protection des données personnelles. Tout à fait. C'est aussi une loi sur laquelle nous avons travaillé, nous avons interpellé le gouvernement. La loi sur l'état civil. Aussi une loi où nous avons travaillé, mais nous avons apporté des amendements. D'autres, bon, ça dépend. Hein. Il y a des moments où quand ça les arrange, ils peuvent retenir 1 ou 2 amendements. Quand ça ne les arrange pas, ils ne retiennent rien du tout. Alors, je suis en train de dire, par exemple, les données personnelles, ce qui est très bienvenu. Mais sauf que sa formulation, elle est un peu bâclée. C'est un peu comme en 2020, la loi sur la statistique. Moi, je l'avais dit, c'est une loi qui a été bâclée parce qu'elle ne prend pas en compte un certain nombre d'éléments. Lorsqu'on on met en place une loi, la loi vient résoudre un problème. Du moment où la loi ne parvient pas à résoudre un problème, elle pose plutôt d'autres problèmes. Donc, ça ne sert à rien de mettre en place une loi qu'on devrait réviser plus tard. Il faut mettre en place, parce que la pensée, elle est dynamique et le temps et les mentalités changent. Il faut adapter la loi à son contexte. Donc, la loi sur la protection des données personnelles, elle manque un certain nombre d'éléments. Parce que lorsque la loi vous fait savoir que la protection des données personnelles ne va se référer qu'aux données numériques, ça pose problème. Parce qu'il y a aussi les données manuscrites, il y a les données qui... Par exemple, au niveau de la santé, lorsque vous allez vous faire consulter ou bien lorsque vous avez des bobos de santé, il y a que les informations que vous donnez là-bas sont des informations qui doivent être secrètes. Et il est inadmissible qu'on les retrouve quelque part. Donc, la loi ne sécurise pas, ne fait pas cas des données non numériques. Non numériques. Ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. On va essayer d'avancer dans le cadre de cet entretien, si vous le permettez. 2026, justement, sera peut-être une année aussi challenge pour vous. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, être réélu par ces populations-là, ou alors c'est à elles de décider si finalement elles peuvent continuer à vous faire confiance? Je crois que c'est aux populations de décider. D'accord. Si jamais on vous voit très proche justement des populations, les affaires sociales vous intéressent aussi, si jamais vous êtes appelé par le gouvernement en place, du ministre des Affaires sociales, comment est-ce que vous pouvez accueillir? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Ou alors vous allez décliner l'offre sous prétexte que vous appartenez à un parti politique et non par conséquent, vous suivez sa vision? On aura Roland. Que le gouvernement m'appelle d'abord et là on verra. Parce que cette question, je n'arrive pas à bien la cerner. Comment le gouvernement fera pour m'appeler à être ministre des Affaires sociales? Parce que je fais beaucoup dans le social. Je vais vous dire pourquoi je fais dans le social. Je vous relance d'abord. Permettez. Il faut qu'on soit justement sur la même longueur d'onde. Oui. Aujourd'hui, nous connaissons le parti justement qui gère ce pays. Alors si jamais, par décret présidentiel, honorable Roland Goïsi est nommé ministre des Affaires sociales, vous déclinez l'offre ou vous l'acceptez? Je ne pense même pas que cela pourra être fait. Pour la simple raison. Je ne crois pas qu'on nomme les gens sans les consulter. Je ne crois pas. La deuxième chose, c'est que pourquoi on... Parce que vous êtes proche justement de ces affaires sociales. Non. C'est pourquoi vous êtes proche des populations. C'est pourquoi je voulais vous dire que... Vous voulez plus que ça? Le ministère des Affaires... Pourquoi est-ce que j'évolue dans le social? C'est parce que lorsque je fais des comptes rendus parlementaires, oui,
les problèmes qui me sont posés, c'est beaucoup plus les problèmes sociaux. En effet. Ouais. Et pour moi, c'est une obligation d'essayer de résoudre les problèmes. C'est pourquoi je dis, vous avez la parfaite maîtrise de ces problèmes. Parce que en fait, je n'ambitionne pas, s'il faudrait que j'essaie de couper, que je n'ambitionne pas d'être ministre. Vous n'ambitionnez pas d'être ministre? Ce n'est pas pour moi un rêve. Pourtant, pour être député, ça a été un rêve. Depuis ma classe de 3e, j'ai rêvé d'être député. Donc pour moi, je serais très bien à l'Assemblée nationale que d'être dans un ministère. Vous voulez rester député à l'Assemblée nationale? J'ai dit je serais mieux à l'Assemblée nationale que d'être au ministère des Affaires sociales. On vous a compris. Sous l'air Biya. Son Excellence, bien évidemment. Cette précision valait la peine. Ah ouais. Merci. Maintenant, on sait également que vous êtes au cœur et au parfum de l'actualité camerounaise. Honorable Roland Ngo ici, il y a ce choc des adultes, justement, qui fait parler les choux-gras de la presse privée au même public. Le choc, ministre de l'administration territoriale, maître Alice Nkom, c'est une dame comme vous. Qu'est-ce que vous dites justement dans le cadre de ce que les autres appellent conflit, justement, entre ces deux personnalités-là? Je vais d'abord vous faire un aveu. Allez-y. C'est une actualité que je n'ai pas trop suivie. Pourquoi? Parce que j'étais occupée à autre chose. Plus importante? J'étais occupée déjà à terminer la session. Oui. Et deuxièmement, j'étais occupée à la cérémonie que j'ai faite, des dons que j'ai offerts. Je dois vous rappeler les faits sur le plateau? Non, je ne vous demande pas de me rappeler. Je n'ai pas dit que j'ignorais les faits, mais j'ai dit que je ne me suis pas trop intéressée aux faits. Pour la simple et unique raison que je me suis rendu compte que le ministre de la a quand même réussi l'espoir de faire parler beaucoup de lui et de manière très négative. Je crois que nous sommes dans un État et cet État est régi par les tests, les normes. C'est-à-dire que pour chaque cas, il y a un procédé ou un processus qui régule une activité. On ne se lève pas un matin et on fait des déclarations. Ces déclarations que l'on fait comme ça, en l'air, je ne sais pas, vous allez me dire, vous allez me préciser, est-ce que le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il faisait sa déclaration, vous a apporté les faits concrets qui accompagnaient ces déclarations? J'aurais appris qu'il parle des financements obscurs qui seraient reçus par cette ONG. Oui. Alors, est-ce qu'il a mis à la disposition de la presse les éléments factuels qui nous mettent tous d'accord de sa sortie? Et moi, je pense que c'est même un problème qui a sa solution. Honnêtement, il y a sa solution. Nous avons encore au Cameroun une justice et je crois que la justice devrait dire le droit pour que nous sortions de ce ping-pong. Vous semblez déjà avoir un penchant quand on écoute justement votre... Non, je dis la justice et quand je me remets à la justice, ça veut dire que la justice, c'est elle qui vient établir l'équité. Tout à fait. Donc je n'ai donc pas de penchant. C'est de votre droit, mais dans votre analyse tout à l'heure, on a l'impression que vous aviez déjà un penchant. Vous avez dit que le ministre aime faire parler de lui négativement. Non, mais justement, pourquoi Non, c'est pas un penchant. Je dis le ministre, il incarne l'autorité. Tout à fait. Lorsque vous incarnez l'autorité, vous n'avez pas besoin d'un certain nombre de choses. Vous n'avez pas besoin d'un certain nombre d'artifices. Vous incarnez l'autorité. Alors l'autorité, ce n'est pas quelque chose qui bavarde beaucoup. L'autorité, c'est quelque chose qui vient pour pouvoir apporter. Lorsque vous déclarez quelque chose, vous apportez les justifs, bien les éléments qui nous donnent. Est-ce que cette position n'est pas relative à justement sa sortie qui lui a donné de taxer votre patron politique de nounou? Finalement, est-ce que non, vous êtes moi j'ai beaucoup aimé cette expression. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que justement, il a dit la vérité, entre guillemets. Votre patron politique, c'est un nounou? Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que je veux dire. D'accord. Lorsqu'il dit, il prend, je crois qu'il prend une sorte, c'était une sorte d'image qu'il dit. Lorsqu'on vous remet la nounou, lorsque vous êtes nounou, qu'on vous remet un bébé, et que, je ne pense pas qu'il a dit que telle personne est nounou. C'est maintenant dans les analyses. Mais je vais vous dire une chose. Ce qu'il a dit n'est pas faux. Le président Cabral Libi, le parti qu'il a créé n'a jamais été légalisé par lui. C'est parce que c'est lui le MINAT, c'est lui qui
qui légalise les partis, mais le parti a été créé. Il semble avoir peur. Maintenant, là, je ne sais pas, vous allez me poser la question. Maintenant, lorsque le Parti camerounais pour la réconciliation nationale nous permet au président national de prendre les rênes de ce parti, le président national en fait ce qu'il doit faire d'un parti politique. Un parti politique, c'est celui qui a une assise nationale. Un parti politique, c'est celui qui a la conquête du pouvoir. Et nous sommes à la conquête du pouvoir. Qui a une vision assez objective et qui passe à l'action sur la base de cette vision. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas inventé la roue. Parce que figurez-vous aujourd'hui le RDPC. Quelle est la genèse du RDPC? C'est l'UNC. C'est l'UNC qui a été transformé en 1985 Tout à fait. par le RDPC. Vous voulez nous dire que le RDPC n'a jamais été créé comme un parti politique? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais sauf que nous restons cohérents et nous restons conservateurs. Parce que lorsque quelqu'un a créé son appareil politique, il a une vision, et que vous estimez que non, cette vision, parce que lorsque nous, on a essayé de revisiter du Parti camerounais de création, nous avons constaté que justement, il épousait aussi de manière un peu plus accrue notre vision. C'est pourquoi nous avons même accepté ce parti politique. C'est pourquoi nous avons accepté d'accepter la main qui nous a été tendue. Et pour moi, le ministre n'a dit que ce qui n'était pas très faux. Parce que nous, si nous nous identifions à la nounou, nous avons gardé la nounou et nous avons fait élever l'enfant. Cet enfant aujourd'hui qui prend des proportions, qui fait justement peur à certaines personnes et que lui, dans l'appareil politique dans lequel il évolue, parce que c'est un membre du parti au pouvoir, eux, ils n'ont pas fait comme nous. Eux, ils ont pris l'enfant et ils ont changé le nom de l'enfant. Donc, aujourd'hui, si le PCRN voudrait s'inscrire sur la dynamique d'aller diriger le Cameroun, il doit se donner les moyens pour cela. Et nous n'avons pas honte de dire que nous travaillons pour que des Camerounais soient meilleurs. Honorable Ngo, ici, nous allons, dans le cadre justement de la dernière halte de cet entretien, parler de l'Union africaine des consommateurs. Au cours de sa deuxième session, vous avez justement été élue vice-présidente justement de cette importante organisation, dans un contexte où le panier de la ménagère souffre quand même, dans un contexte où il n'y a pas une certaine, je veux parler de la standardisation justement des prix sur le marché, parlant de certaines denrées de première nécessité. Comment est-ce que vous comptez justement apporter des solutions, réguler justement ce secteur afin que les Camerounais enfin deviennent, je veux dire, normaux entre guillemets sur le plan de la consommation? La première des choses à faire, c'est de revoir la loi qui régit la protection des consommateurs au Cameroun. Parce que la quasi-totalité des pays africains ont revu le cadre normatif qui régit la protection des consommateurs. C'est pourquoi là-bas, vous verrez que les droits de protection des consommateurs sont beaucoup plus intéressants. Au Cameroun, il faut revoir le cadre normatif parce que la loi cadre portant protection des consommateurs, elle est dépassée, elle est désuète. Il faut la revoir. Pour moi, c'est le premier... Elle est obsolète. Oui, elle est obsolète. C'est le premier challenge à relever. Ça vous prendra un peu de temps? J'espère que ça me prendra moins de temps. C'est le premier challenge à relever. Le deuxième challenge, c'est la volonté politique. De mettre en place... parce que en venant ici, j'ai vu une banderole au niveau du ministère du Commerce, là où on parlait de ventes promotionnelles pour les fêtes de fin d'année. Ça se passe comme ça chaque année, justement, au boulevard du 20 mai, où on semble vendre un peu de fumée blanche aux populations, disant qu'ici, les prix sont abordables, et quand vous y rendez, vous vous rendez compte que c'est tout le contraire. Ah bon, ça, vous m'informez. Sauf que moi, ce que je voulais révéler là-dessus, c'est que lorsqu'on dit vente promotionnelle, on dit que les Camerounais se nourrissent. Après la fin d'année, qu'est-ce qui se passe? Les prix grimpent, les prix parfois triplent. Et il y a même souvent un phénomène de spéculation là, où il y a des produits qu'on ne retrouve pas sur le marché. Ils deviennent on ne retrouve pas les produits. Après, lorsque on vous ramène ces produits à la veille des fêtes, les prix triplent. Et puisque vous êtes dans le besoin,
parce que vous voulez faire plaisir à votre famille, à vos amis, à vos proches. Vous êtes obligé de payer le prix. Mais sauf que moi, je dis non, il faudrait que... Et là, honnêtement, nous n'allons pas... Et peut-être c'est l'occasion de dire aux Camerounais que il faudrait que les Camerounais, au cas où, en 2026, on a toujours, mais moi je sais qu'en 2025 ça va changer, on aura à la tête de l'État un nouvel ordre qui pourra maintenant de manière beaucoup plus s'accentuer, prendre en compte. Parce qu'il faudrait relever le panier de la ménagère. Pour relever le panier de la ménagère, ça passe par plusieurs aspects. Et ces aspects, ce n'est pas la sorcellerie. Il faut juste une volonté politique. Figurez-vous qu'au Cameroun, avec tout ce qu'on a comme terre arabe, nous continuons à importer de l'huile de palme. Des œufs autant que nous pouvons. Est-ce que vous pouvez voir qu'au niveau, le savon de ménage soit un luxe dans nos contrées? Parce que lorsque je reviens encore sur le côté social, vous allez arriver dans des contrées où le savon de ménage est un luxe. Vous trouvez qu'en 2000, un pays comme le Cameroun, avec tout le potentiel que nous avons. Vous semblez dans vos dits être très déçu de la politique de gouvernance. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas déçu, moi je suis très déçu. Il n'y a pas un seul Camerounais normal qui ne soit pas déçu par la gouvernance gouvernance actuelle. Il y en dehors d'une poignée qui a l'illusion, parce qu'il faudrait qu'on dise les mots